Bonjour, bienvenue dans 5 en Cannes depuis Libreville avec les derniers matchs de la poule D entre Ghanéens et Maliens et entre Égyptiens et Ougandais. Nous allons revenir en long et en large avec Alpha Madi Touré. Bonsoir Alpha Madi. Bonsoir Sega, bonsoir à tous. Cette Coupe d'Afrique continue et se poursuit avec un rythme effréné. Oui, effréné et surtout on sent que le niveau est en train de grimper, contrairement à ce qu'on disait au départ, un problème de nivellement. On sent vraiment que les équipes commencent à se faire découvrir parce que justement le deuxième tour consiste à se faire des points pour espérer une qualification en quart, raison pour laquelle on voit ces résultats. Nous allons ensemble revenir sur ces résultats-là, ensemble ici en plateau. Mais avant, nous allons partir avec le résumé entre Ghanéens et Maliens. Suivez. On avait débuté autour de Christian Atsu. Il était à Newcastle cette saison par Chelsea. Il avait été à Everton en 2014-2015, à Malaga la saison dernière aussi. C'est quand même assez incroyable au regard du talent. Il faut peut-être la qualité de joueur. Il est joué autre part qu'en Angleterre. Jordan Ayew qui a pu se retourner, faire la différence sur son contrôle. Le centre avec la tête d'Asamoah Gyan qui vient guider les Black Stars en capitaine. Asamoah Gyan, la petite danse ghanéenne, ça fait 1-0 pour le Ghana. Ouais, il peut danser, André. Jordan Ayew, il a fait le travail. On le disait un petit peu discret, je le disais un petit peu discret. Il a effectué l'appel et le centre qualitatif qu'il fallait au bon moment. Et le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe du Ghana qui est encore présent pour aller mettre sa tête et qui vient amener et afficher ce message de soutien à Baba Rahman qui a été blessé. On revoit le long ballon au départ de Wakaso, la défense malienne un petit peu attentiste au marquage, notamment Koulibaly derrière le contrôle orienté de Jordan Ayew, la qualité de centre et l'appel du buteur maison pour aller crucifier Oumar Sissoko et mettre les Black Stars sur le bon chemin. Le 49e but en sélection pour Monsieur Asamoah Gyan. Ils peuvent danser, ils se sont mis dans de bonnes conditions les Ghanéens. Et ça se bouscule dans la surface entre Atsu et Ndiaye. Janaf il a fait la loi, il a poussé Atsu. La puissance aussi de Bakary Sako, si ce ballon vient à être légèrement dévié. Il faut y mettre de la force quand même. C'est compliqué effectivement pour Azak Brima. La concentration de Bakary Sako. C'est parti pour Sako, c'est contré. La deuxième chance. Sur cette fois les pieds droits. Et encore une fois, toute la vigilance de Razak Brima. Il a très longuement hésité, monsieur Abid Sharef. Il va falloir la revoir. Ah oui. Cette situation. Oh oui. Mola Ouagué qui est en discussion avec l'arbitre central algérien. C'est terminé. On en restera là. Sur cette incompréhension, sur cette décision. Accrochage ou non, il y a eu dans un premier temps de Mola Ouagué, ça c'est certain. Ouais, il y a faute de Mola Ouagué. Ensuite il a été accroché, déséquilibré. Mais à l'arrivée c'est le Ghana qui s'impose une nouvelle fois sur le score de 1-0. Victoire pour les Ghanéens, but marqué par Gyan Asamoah comme vous avez pu le constater. Alpha Madi, c'est une victoire importante pour le Ghana puisqu'elle permet à cette équipe des Black Stars de se qualifier dès ce deuxième match-là. Et pour les Maliens, ça risque d'être assez compliqué. Ça risque d'être assez compliqué pour les Aigles du Mali, mais ça a été un match assez plaisant. Une première mi-temps appartenant aux Black Stars et une deuxième mi-temps appartenant aux Aigles du Mali. Une mi-temps par équipe. Une mi-temps par équipe, mais les Black Stars ont su profiter justement de leur mi-temps avec ce joli but qui m'a vraiment impressionné de Gyan Asamoah sur un service de Jordan Ayew. On peut dire que c'est une équipe très solide, très unie dans le jeu, les Black Stars.
produisent du beau jeu. C'est une équipe qui vit ensemble depuis quelques compétitions. Ils étaient ensemble, pratiquement la même ossature du côté de la Guinée équatoriale il y a 2 ans. Et c'est pratiquement la même formation qui était aussi à la Coupe d'Afrique des Nations du côté de l'Afrique du Sud. Est-ce que ça a dû peser ou est-ce que ça compte pour cette compétition-là d'avoir une certaine continuité? Ça compte pour cette compétition, ça a dû peser, mais il ne faut pas oublier aussi qu'à un moment donné, c'est une équipe qui était jouable, hein, notamment en deuxième période, mais on a vu cette équipe du Mali où vous n'aviez non seulement pas de tueur à l'attaque, vous n'avez pas également un meneur de jeu, quelqu'un qui pouvait apporter de la beauté dans le jeu malien, de l'accélération. On a vu un certain Mariga qui a joué, qui n'a pas du tout convaincu. Après, il a été remplacé à la fin de la partie. Donc, il n'y a pas cet automatisme dans le jeu malien. Les Ghanéens ont su convaincre. J'ai beaucoup aimé le style de jeu et ça a payé. Est-ce que le Mali est un peu orphelin de leur ancien capitaine Seydou Keita qui, avec son expérience, ou en tout cas, il leur manque en tout cas un joueur cadre qui puisse donner une direction au jeu de cette formation? Ah oui, à l'image même de la Côte d'Ivoire qui manque de Yaya Touré, on l'a vu clairement, et de Gervinho. Seydou Keita manque à cette équipe. Je l'ai dit à l'entame, il n'y a pas quelqu'un qui peut organiser le jeu malien, qui peut être le lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Il n'y a pas cette personne-là. Donc il y a fort à faire. Et quand on sait que la qualification est là un peu bancale, parce qu'il n'y a pas moins, on fait 2 sorties complètement ratées, c'est compliqué. Oui, c'est vraiment compliqué pour cette formation des Aigles du Mali qui va devoir rencontrer pour son prochain match, le dernier d'ailleurs de cette phase pour eux, rencontrer les pharaons d'Égypte, justement en parlant des pharaons, qui rencontre là l'équipe d'Ouganda, une formation ougandaise qui est à la recherche de son premier but dans ce tournoi, pas encore pour le moment. Karaba avec Mossel qui peut retransmettre. De nouveau Karaba, il attend d'avoir la meilleure solution avec Mohamed Salah qui peut contrôler. Salah le décalage, la frappe d'El Saïd. Et l'Égypte qui ouvre le score à la 89e minute de jeu. L'explosion du banc égyptien. L'explosion aussi d'Hector Cooper, 1-0 pour les Pharaons. Et tout l'altruisme de Mohamed Salah. Ouais, la différence ne pouvait peut-être pas venir d'un autre homme que lui. Mohamed Salah, alors qu'il a fait le geste qu'il fallait au bon moment. Ce très très bon décalage. Alors que tout le monde a cru à une frappe. Malheureusement pour les Ougandais, cette attitude de tourner le dos sur le crochet Mohamed Salah El Saïd qui est venu crucifier Onyango et les Ougandais. On va dépasser le temps additionnel de plus d'une vingtaine de secondes. Et cette fois-ci c'est terminé. La joie d'Essam El Hadari, celle de tout le banc égyptien et d'Hector Cooper, elle est contenue et on le comprend au regard de la physionomie de ce match, du peu de choses qu'ont mis les Égyptiens dans cette rencontre, mais à l'arrivée, grâce à un geste de classe de Mohamed Salah, ce ballon offert à El Saïd, eh bien l'Égypte s'impose à 1-0 et se relance pleinement dans la course au quart. Malheureusement pour les Crans de l'Ouganda, cette formation ne pourra pas, en tout cas pour ce match, ce deuxième match face aux Pharaons d'Égypte. Et pourtant, ils ont résisté pendant très longtemps, jusqu'à la 86e minute exactement. Et ce service et cette inspiration génialissime de Mohamed Salah pour El Saïd qui n'avait plus qu'à frapper ce ballon pour battre le gardien ougandais. L'Égypte a dominé cette rencontre, il faut le dire clairement, mais c'était face à une équipe ougandaise solide. C'était la même équipe face au Ghana. Finalement, le Ghana s'est imposé. Donc c'est une équipe qui peut résister à un certain moment, mais qui n'a pas quelqu'un devant qui peut transformer les occasions de but. Donc il y a un problème de réalisme, de finition au sein de cette équipe ougandaise-là, ce qui a pesé aujourd'hui et qui a fait que l'Égypte, de par son expérience, s'est imposée aujourd'hui. Vous l'avez
dit sur le fil du match, parce qu'on jouait les dernières minutes de la rencontre. Donc c'est un bon pas pour l'Égypte qui reste dans la course pour la qualification en compagnie du Ghana. Une équipe d'Égypte que, je vous le rappelle, avait raté les 3 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Il faut rappeler que cette formation égyptienne est la détentrice des records de trophées pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc elle revient par la grande porte et espère donc aller chercher une qualification sur le dernier match de cette compétition. Des derniers matchs qui vont se jouer simultanément. Vous voyez le tableau de ces rencontres qui auront lieu sur des terrains différents à la même heure pour empêcher les équipes de jouer l'une pour l'autre, en tout cas, ou de favoriser une équipe dans cette compétition. Une 3e journée qui va être riche en rebondissements, bien entendu, qu'on suivra sur tous les stades ici au Gabon pour permettre à nos téléspectateurs d'être au top de l'information sportive et surtout des informations de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons poursuivre cette émission avec la CAN des supporters. Vous savez bien évidemment que c'est la fête du football, mais à côté, dans les terrains et en dehors, il y a des supporters qui se rencontrent. Aujourd'hui, nous vous proposons un défi lancé par Samba, c'est la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Samba a défié des supporters ivoiriens en matière de danse. Et vous savez que les Ivoiriens sont très forts en matière de danse. On vous avait montré Wilfried Zaha dans cette même émission, en train de montrer son expertise dans la danse Azonto. C'est nigérian, mais il a une certaine expertise là-dedans. Ce soir, Samba défie les supporters ivoiriens et vous verrez qu'il n'est pas mal du tout. Poursuivons avec cette finale, celle du Gabon face au Cameroun pour ce match de la 3e et dernière journée en phase de poule pour ces deux formations. Le pays organisateur n'a d'autre choix que de l'emporter si en tout cas les hommes de José Antonio Camacho veulent se qualifier pour les quarts de finale. Il leur faut impérativement battre les Lions indomptables du Cameroun, un derby du centre qui vaut tout le détour. L'important dispositif de sécurité autour du stade annexe de Libreville ce samedi matin montre déjà l'importance de ce dernier match de groupe. Le président de la République est annoncé à la séance d'entraînement et l'union sacrée est décrétée autour de l'équipe nationale. Et dans cette optique, la relative bonne ambiance au sein des Panthères cache mal la délicate position du pays organisateur. Cela dit, malgré les huées du public après le match contre le Burkina Faso, Didier Ovono persiste et signe aucun problème dans l'arrière-garde des poulains de Camacho. Le premier match, on a tâtonné, c'est normal. Là, on monte en régime. On n'a pas de problème de défense. On est juste en train de régler ce qu'il faut. On n'a pris que 2 buts, 1 but par match. C'est vrai que c'est déjà beaucoup. Mais il n'y a pas de problème particulier. On se connaît depuis, ça fait pratiquement 10-12 ans que je joue avec eux. Il y a des jeunes qui rentrent dans la défense, mais il n'y a pas de problème de défense chez nous. On est un groupe et aujourd'hui on monte en puissance. Je le répète encore, demain le Gabon il va jouer avec toutes ses armes et il n'y aura pas un problème particulier ou une défense qu'il faudra changer. On tient la baraque et on va la tenir encore demain. Tenir la baraque, même face au Cameroun, fut-il quadruple champion d'Afrique et auteur d'une belle sortie face à la Guinée-Bissau. Le football, c'est pas l'histoire. Le football, c'est le présent. Moi, si on commence à regarder l'histoire, le Cameroun
combien de fois champion d'Afrique. Ça veut dire qu'on n'a pas de chance. On n'a aucune chance. C'est ce que ça veut dire. Mais vous regardez le premier match du Cameroun, c'était difficile. Le deuxième match, ils étaient menés. Maintenant, ils vont affronter le pays organisateur. Avec l'obligation au pays organisateur de passer. On n'a plus le choix. Nous, on n'a pas le choix. On ne regardera pas après le match. On doit se préparer à affronter les Lions indomptables avec toutes nos armes. Maintenant, moi j'ai déjà joué contre eux plusieurs fois. Et comme je dis toujours à mes jeunes frères, si je me basais sur ce que j'ai fait en 2006, je ne serais plus là depuis. Parce que l'histoire, c'est le présent. On a un match demain qui peut nous qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations chez nous. Ça, on racontera à nos enfants. Ça, on le dira à nos frères qu'on a joué ce match-là. Donc, moi je pense que le Cameroun a 4 points, on en a 2. On n'a pas le choix. Et comme j'ai dit, une panthère blessée, elle peut être très dangereuse. Des panthères blessés donc face à des lions affûtés et prêts à récupérer leur rôle de chef de la forêt dans une jungle de Libreville qui sera à coup sûr transformée en chaudron. On sait tous que c'est le pays organisateur et après, il y a toute une nation derrière qui va le pousser, c'est vrai. Mais nous aussi, c'est un match de foot, ça va être sur le terrain, avec tout le respect qu'on leur doit. On ne doit pas non plus paniquer par rapport à eux. Je pense que c'est un match de foot, un match d'homme. Et c'est demain soir qu'on va tirer une conclusion par rapport à ça. Mais pour vous dire, on est prêt aussi pour ça, on est surmotivé. On a 22 millions d'habitants qui attendent aussi ça de notre côté. Donc voilà, on verra qui va rugir le plus. Et à la question de savoir si la visite du président gabonais au Panthère impressionne les Lions, la réponse du buteur camerounais est laconique, mais sans embâche. Je ne sais pas par rapport au président de la République du Gabon, je ne sais pas s'il va jouer demain. Donc ça c'est autre chose. Nous on est confiants, on sait très bien, il y a une seule équation, on doit gagner ce match. Enfin, côté infirmerie, si Mario Lemina et Obiang sont déjà rentrés dans leur club pour le Cameroun, il y a encore de bons espoirs d'être au complet ce dimanche. Le cas de Bassogo, il est évident qu'il souffre encore un petit peu de sa cheville. C'est pour ça qu'on l'épargne un petit peu des entraînements. Donc il fait des petits efforts physiques, mais pas comme les joueurs sur le terrain. Mais vous pouvez être certain qu'il sera prêt pour demain. Dernière séance d'entraînement pour les Panthères du Gabon ici au stade annexe de l'Amitié avant ce match hyper important face aux Lions indomptables du Cameroun de ce dimanche après-midi. Victoire quasi obligatoire pour les Panthères s'ils veulent passer ce premier tour, alors que le Cameroun, lui, déjà avec 4 points, peut se contenter des matchs nuls pour passer au second tour et peut-être même assurer sa première place du groupe A. Une rencontre qui est très attendue. On a vu des acteurs assez motivés, comme le montre ce télémon de Cellou Tata Diallo. Ça va être très compliqué pour le Gabon, mais il n'y a pas de choix. Il faudra tout donner pour ne pas avoir de regrets après. Le Cameroun, 4 points, une première sortie match nul, deuxième sortie victoire face à la Guinée-Bissau, victoire difficile d'ailleurs, il faut le rappeler. Mais le Gabon, 2 matchs nuls, donc 2 points dans cette compétition, qui est obligé de remporter cette partie si les poulains de Camacho donc, veulent poursuivre la compétition. Mais il y a un autre enjeu, Sega Diallo, c'est celui d'éviter quand même une équipe du Sénégal en quart de finale, parce que apparemment c'est une équipe qui est beaucoup dont on craint beaucoup. L'exemple c'est cette conférence de presse d'Hugo Bross aujourd'hui au stade de Libreville, quand il disait que je souhaiterais vraiment terminer en tête pour éviter le Cameroun, le Sénégal j'allais dire. Donc ça veut dire qu'il y a de l'enjeu et que c'est une finale justement parce que il y a que nous
jouons cette CAN dans un contexte assez particulier et que les supporters gabonais commencent à se désintéresser un peu à l'équipe, ça serait bien que cette équipe gagne, que les coéquipiers d'Aubameyang retrouvent cette confiance avec les supporters et que la CAN continue à être belle. On sait déjà qu'elle est compliquée, donc la victoire serait intéressante de ce côté. Mais comme l'a dit Hugo Bross, côté camerounais, parce qu'il faut rappeler que les enjeux sont simples. Ils veulent éviter le Sénégal qui va finir en tête de la poule B du côté de Franceville et comme ça préserver leur chance en jouant au stade ici de l'Amitié à Libreville, ce qui n'est pas encore donné puisqu'il ne faut pas l'oublier que Burkinabé et Bissau-Guinéens vont devoir à la même heure s'affronter du côté de Franceville pour essayer d'obtenir une qualification. De l'autre côté, on met la pression sur les Camerounais parce que les Gabonais jouent à domicile. Il faut rappeler que le président gabonais a rendu visite à l'équipe. Ça booste un peu le moral, mais Hugo Bross, il a été clair là-dessus. On ne joue pas pour un président ou pour un public. Les 11 seront dans le terrain. On verra à partir de là qui pourra remporter. Mais le soutien populaire reste quand même déterminant pour une rencontre de ce niveau-là, en espérant pour le Gabon et le Cameroun que le meilleur l'emporte dans cette compétition. Nous allons poursuivre cette émission avec l'avis de notre spécialiste maison. Hervé Penaud de l'équipe revient sur les matchs de la deuxième journée de la poule D, mais également un pronostic, en tout cas un avis sur cette finale qui va avoir lieu ici à Libreville. Bonjour mes amis, quel plaisir de vous revoir. Alors on a vécu une journée, avant de parler du Gabon, parlons déjà de ce qui s'est passé. Et nous avons vécu quand même une journée assez tranquille pour les Ghanéens, qui auraient pu être en difficulté, parce qu'ils ont dominé la première mi-temps. Ils mettent un très beau but d'ailleurs de la part de Gian, sur une erreur défensive, quand même des marquages absolument incroyables des défenseurs maliens. Mais il n'empêche qu'ils allaient tranquilles. Et puis la deuxième période, on a retrouvé des Maliens beaucoup plus entreprenants, qui sont créés beaucoup plus d'occasions. Mais le problème durant cette CAN, c'est qu'il y a certaines équipes qui n'arrivent pas à marquer de but, et qui sont vraiment en difficulté dans ce dernier geste, cette dernière passe, là où se fait toute la différence dans le haut niveau. On a senti une équipe du Mali qui n'a pas su prendre le match à son compte, comme c'était le cas lors du premier match, et puis qui après est revenu petit à petit avec l'entrée de Bissouma qui a été intéressant par sa qualité technique, qui offre une autre chose à ce jeu malien. Mais malheureusement pour les Maliens, ils se sont retrouvés bloqués face à ce Ghana. Ils n'ont jamais été capables de marquer. Pourtant, ils se sont retrouvés dans certaines positions de but. Pour retrouver avec une équipe d'Égypte qui n'a pas été impressionnante depuis le début de la compétition, c'est le moins qu'on puisse dire. Je les trouve faiblards. Une équipe défensive, on le savait, mais même qui pique pas tellement finalement. Salah n'est pas complètement dans son assiette, même s'il délivre une belle passe décisive sur le but. Il n'empêche que l'Égypte n'est pas l'Égypte qu'on attendait. Mais ce but fait qu'il se retrouve avec ces 3 points. Et ces 3 points, ça veut dire que lors du match entre le Ghana et l'Égypte, un match nul suffira aux deux équipes. On peut toujours espérer que les Ghanéens fassent le boulot, mais fassent le boulot pendant combien de temps? 60 minutes, 70 minutes, parce que vous savez, s'ils sont à match nul à 20 minutes de la fin, ça qualifie les deux, ils ne prendront plus aucun risque. Espérons pour les Maliens que les Ghanéens marquent un but assez tôt dans le match, ce qui pourrait lancer complètement la partie. Et puis le Mali, il faudra battre l'Ouganda, mais surtout il faudra marquer, parce que pour gagner un match, il y a un moment, il faut marquer des buts, et ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, nous allons voir le grand match, le match entre le Cameroun et nos amis gabonais. Alors le Gabon attend cette rencontre avec une ferveur assez incroyable. J'ai discuté avec plein de gens, tout le monde se dit c'est le match de la peur, puisqu'on se connaît les problèmes sociaux qu'a pu connaître le pays, les problèmes politiques. Et puis aujourd'hui, ils se retrouvent au pied du mur avec un Ali Bongo qui est venu voir les Panthères dans leur tanière, qui leur a parlé, ce qui veut tout dire. Imaginez le président de la République qui vient dès le 3e match pour un peu rebooster l'esprit d'équipe. Et ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont au pied du mur avec une pression phénoménale. Et jusqu'à présent, la pression, ils ne l'ont pas soutenue. Il faut quand même dire la vérité. Ils ont été très très décevants. À l'image, j'allais dire même d'un Pierre-Emerick Aubameyang, même s'il a mis 2 buts, aujourd'hui, ce n'est pas le Aubameyang qu'on connaît. C'est un Aubameyang qui est beaucoup plus emprunté, qui, il faut dire, n'a pas les mêmes passeurs qu'à Dortmund, c'est évident, mais il n'a pas encore réussi à tirer son équipe vers le haut. Mais c'est vrai que c'est difficile de tirer une équipe où il y a autant de défaillances individuelles. L'absence de Lemina, l'absence de leur latéral gauche aussi, Obiang, qui s'est blessé, va être préjudiciable. Plus un milieu de terrain défensif qui peut aussi poser problème à cette équipe du Gabon. Si le Gabon remporte ce match contre le Cameroun,
que vous soyez pro-Ali Bongo, pro-Jean-Ping, que vous soyez des opposants politiques, je suis persuadé qu'à un moment, derrière ce drapeau, derrière cette patrie, derrière cette victoire, les gens vont un petit peu se fédérer. Alors ça ne durera peut-être que 3 semaines, que les 2 dernières semaines qui restent, s'ils arrivent à se qualifier, mais il n'empêche que ce sera du sourire qui va revenir sur les visages des Gabonais, et ça c'est quand même très important dans une période difficile économiquement avec la crise pétrolière. Donc on attend ce match avec impatience, mais les Camerounais, attention, ils ne sont pas venus, ils ne vont pas rigoler les Camerounais. D'autant plus que depuis le début de la compétition, ils ont mis une équipe qui était relativement jeune. Là, on devrait pouvoir retrouver Nkoulou, puisqu'on sait que l'un de leurs joueurs est suspendu. Et donc, ça oblige Ngande à passer en milieu de terrain. Donc, Monjek, en l'occurrence. Donc, Nkoulou sera là, avec un peu plus d'expérience. Ils n'ont pas une méga pression, parce que d'une certaine manière, ce n'est pas eux qu'on attend ce soir, c'est le Gabon. Alors, ça va être très intéressant de voir comment ces jeunes Camerounais vont réagir dans cet environnement. Mais d'un autre côté, pour moi, aujourd'hui, je les vois quand même favoris, car ils m'ont montré tellement de faiblesses, ces Gabonais, que je ne les imagine pas sur un match, d'un seul coup, changer complètement le cours de leur destin. Je peux me tromper, j'espère me tromper pour le peuple gabonais et surtout pour tous les suiveurs de la CAN, mais j'y crois pas trop. C'est mon pronostic, on verra demain le résultat. À demain! Cet avis d'Hervé va mettre un terme à cette émission Sakankan, une émission que nous avons eu le plaisir de vous offrir en compagnie d'Alpha Madi Touré. Merci Alpha Madi. C'était un plaisir. Je sais que vous allez être très attentif pour ces 2 rencontres d'aujourd'hui et que vous allez suivre simultanément 2 matchs assez importants puisqu'il y a une finale ouest-africaine du côté de Franceville et une finale de l'Afrique centrale ici même à Libreville où Gabonais et Camerounais vont devoir s'affronter. C'est un plaisir de suivre des rencontres de ce niveau-là. La Coupe d'Afrique est une fête et Sakankan vous permet d'y être sans y être. Merci de partager ces moments avec nous et on se retrouve demain. À bientôt. Right